Bonjour. Du coup, moi, je vais partager une expérience de mobilisation citoyenne sur les sols, sur un territoire qui, a priori, ne nous y destinait peut-être pas, qui est la Seine-Saint-Denis, et particulièrement Aubervilliers, qui est une des villes les plus minérales d'Île-de-France, juste aux frontières nord de Paris. Donc, pardon, il faut que j'arrive à faire ça. Ouais. Donc moi, je travaille pour l'association Point de Rassemblement, qui est une association d'éducation populaire. Et donc on travaille dans cette ville de plus de 90 000 habitants, dont 41%, selon les données INSEE 2020, de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a plus de 180 langues maternelles parlées à Aubervilliers. Et ce qui n'est pas un fait négligeable, donc c'est une des villes minérales, les plus minérales d'Île-de-France. Donc on a à peu près 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Donc on est très très loin des 10 mètres carrés de l'OMS. Mais si on n'en avait que 2, on serait déjà très très content. Et donc, qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, nous a amené à créer une mobilisation citoyenne sur les sols, enfin en tout cas accompagner l'émergence d'une mobilisation citoyenne sur les sols? Et ben nous, au départ, notre point de départ, il est alimentaire. Enfin, on a eu cette réflexion-là en 2020. Voilà, on était confinés, puis comment on dit, couvre-feuté, je ne sais pas comment dire, enfin, confiné en tout cas, avec un périmètre de déplacement qui était limité à 1 kilomètre. On n'avait aucun espace vert, depuis là où j'habitais, aucun espace vert, ni même véritablement végétalisé dans ce cercle d'1 kilomètre. Et à côté de ça, on avait des familles extrêmement précaires qui étaient toutes très isolées, qui n'avaient pas les mêmes libertés, enfin qui en tout cas ne s'octroyaient pas les mêmes libertés que moi de déplacement dans la ville, et avaient pourtant des savoir-faire parce que issus de pays où elles avaient des pratiques agricoles. Donc elles avaient beaucoup plus de capacités que moi à faire, mais aucun espace à proximité dans le rayon pour le mettre en place, et puis pas du tout elles ne s'octroyaient pas. Il y aurait même encore eu des espaces, parce qu'on en a créé pendant le confinement, elles ne s'octroyaient pas la liberté de venir y déployer des pratiques avec la peur de la répression policière liée à la crise sanitaire. Donc dans ce contexte-là, en fait, dans cette situation d'urgence-là, nous, on est une association d'éducation populaire, donc notre objet, c'est d'analyser les problématiques qui apparaissent là où on vit, et d'aller chercher, d'accéder au savoir, de partager ces savoirs et d'aller chercher des solutions citoyennes à ces problématiques-là. Donc on ne pouvait pas faire l'impasse de ce sujet-là, mais on l'a abordé vraiment avec la question de comment on fait pour manger, puisqu'on voyait des familles extrêmement précaires qui peinaient à accéder à l'alimentation de base. Donc bien sûr des maraudes, des distributions, etc. Mais assez rapidement, l'envie de sortir, d'offrir la possibilité à ces gens-là de sortir de chez eux, d'identifier des espaces de cueillette libre, d'identifier des espaces de plantation, et à moyen long terme, d'identifier, donc de faire des greffes de fruitiers dans l'espace public, puisqu'on a des fruitiers, mais ils sont stériles parce que pour le cas où on voudrait grimper et cueillir les fruits. Donc on a greffé, voilà, on a fait ce type d'action. Il y avait beaucoup de gens avec nous, des gens très intéressés, et finalement, ce qui nous a ouvert les yeux, c'est que des gens très intéressés, qui étaient intéressés pour accéder à ce savoir-là, qui faisaient les cueillettes avec nous, mais au moment de manger ce qu'on avait cueilli, ils disaient « Ah non, 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 moi je ne vais pas manger ça, on va mourir, etc. » Donc il y avait vraiment ça ne pouvait pas être une ressource alimentaire. Et en gros, tout ce qui venait de là où on vivait était forcément mortifère. Donc, en effet, on le voit sur les photos, Ah, elle est à l'envers, ok. Quand on cherche à faire de la reconnaissance de végétal, je pense qu'il y a un souci de logiciel, de compatibilité logicielle. Quand on cherche à faire de la reconnaissance végétale ou juste à observer ce qu'il y a autour de nous, assez rapidement, on prend conscience de là où sont les racines, dans quoi elles sont plongées. Donc c'est des délaissés, des petits espaces de terre caillouteuse au milieu du bitume, c'est noyé de déchets, de rejets divers. Et même les plantations en bac, elles sont finalement recouvertes de pas mal de choses qu'on n'aurait pas envie de manger. Donc assez vite, on a tous exprimé des craintes par rapport à ces sols, enfin en tout cas, il y a eu un sujet sur est-ce que c'était des sols ou pas, mais du coup, assez vite, on trouvait ça complètement incongru d'imaginer manger quelque chose qui aurait poussé là, par exemple, même si en haut des branches, ça pouvait être comestible. Et donc là, ça a ouvert un grand débat sur
est-ce qu'on était hors sol? Est-ce qu'on était dans un environnement techno-futuriste stérile? Est-ce que il y avait peut-être eu un sol avant, mais il avait disparu, il était mort, il avait été détruit par l'urbanisation, et que du coup, ce qu'on avait là sous les yeux ne pouvait pas être considéré comme un sol, était imprégné des rejets industriels, des retombées et des déchets, etc. Est-ce que, enfin, voilà, ces questionnements-là, ils ont vraiment traversé l'ensemble du collectif qui, petit à petit, s'était rassemblé autour des expériences et des cueillettes et des moments de partage qu'on proposait. Et bien sûr, on avait aussi la conscience que ces espaces-là, malgré tout, étaient des espaces à préserver de l'artificialisation des sols, aussi parce que à Aubervilliers, on est à la limite de Paris, donc les JO, le Grand Paris, il y a une série de prédateurs fonciers sur notre commune qui fait que la moindre petite parcelle qui pouvait être encore un peu végétale disparaît chaque année. Donc on a quand même ce truc-là où on sent bien qu'il faudrait le défendre, mais malgré tout, on a l'hyper-conscience du danger lié à ces sols. C'est partout, c'est dans les recommandations des parents aux enfants quand ils jouent à côté de l'école, etc. C'est dans le refus de goûter les cueillettes dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi dans les arguments des aménageurs et des collectivités. Je pense notamment au moment où, pour les Jeux Olympiques, pour le solarium minéral d'une piscine d'entraînement pendant 4 jours pendant les Jeux Olympiques, il était question, et il a été réalisé, la destruction de 4000 m² de jardins ouvriers à Aubervilliers. L'argument des collectivités devant nous, quand on était devant les jardins, c'était de nous dire « Mais vous n'avez pas honte de donner à manger ce qui pousse ici à vos enfants, c'est tellement pollué, vous allez les tuer. » Donc cette question du danger, finalement, elle était aussi relayé comme un argument favorable à l'artificialisation et à la bétonisation de ces terres-là, puisque en fait, on ne pouvait rien en faire. Si on consommait ce qui était là, on allait mourir. Donc nous, il nous a semblé, après ces premiers cheminements très très contraints par le confinement, qu'on avait là un sujet, en fait, que même si à la base, notre sujet, c'était plutôt comment on va se nourrir et comment on va permettre à des gens extrêmement précaires d'accéder à manger, à l'alimentation. Finalement, la question première, c'était celle du sol, en fait. Où on est? Est-ce qu'on a des racines? Est-ce qu'on a une défiance envers... Enfin, est-ce qu'il est possible, en fait, de se projeter, d'avoir un futur désirable dans un espace sur lequel on a autant de défiance envers le sol? Et comment on fait pour retrouver une vision stérile de notre... justement, fertile de notre environnement? Et bien sûr, après, par la suite, pouvoir y développer des pratiques vivrières. Donc, c'est cette porte d'entrée-là et les premiers questionnements sur est-ce que c'est un sol, est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est pas un sol, etc., qui nous ont amenés finalement à construire un cycle de rencontres et d'expérimentation dédié au sol, ce qui n'était pas du tout notre vocation, notre idée première, et on n'est pas du tout compétent dans le sujet. Donc on a pris les questionnements les uns après les autres à partir de ce qui avait été exprimé par les gens. Donc notre sol est mort, est-ce qu'on a encore un sol, etc. On s'est posé ces questions-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Si on ne sait pas si on a un sol, c'est que la définition même du sol, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, on a essayé de partir de là. Ensuite, un sol mort, si nos sols sont morts, c'est qu'ils auraient pu être vivants. Donc, qu'est-ce qu'était un sol vivant, etc. Vraiment, en dépliant chacun des questionnements et en partant de la discussion du café du commerce pour finalement, à travers des expérimentations, des expériences, des rencontres avec des experts, des scientifiques, des chercheurs. Et au fur et à mesure, on a réussi à étoffer le cercle des personnes avec lesquelles on a réussi à construire ces rencontres, à s'associer aussi à un programme de recherche départemental HIPOP 93 qui était sur l'ingénierie pour l'agriculture urbaine participative. Donc petit à petit, on a réussi à accéder à des savoirs et on a cherché à véritablement mettre ces ressources au service du questionnement citoyen qui était, dans quoi on vit finalement? Qu'est-ce que c'est que cet environnement? Donc la démarche, elle a consisté à... on est vraiment sur une démarche pragmatiste à la John Dewey. Donc on part de l'expérience, du faire, de la pratique. Et c'est à ça qu'on associe les chercheurs, les experts, les techniciens, en fait, dans ce faire ensemble, dans une démarche, dans une collaboration finalement. Et c'est en faisant que les questionnements émergent et que du coup, on cherche à y répondre, quoi. Et on cherche à mobiliser tous les savoirs, c'est-à-dire les savoirs académiques et les savoirs qui sont peut-être non académiques, mais qui parfois
sont bien utiles à mobiliser aussi. Donc c'est un contenu qui s'élabore, qui est aussi décliné, qu'on a aussi décliné dans les écoles, donc de la maternelle jusqu'à, à travers tous les âges. Et donc ça, pour nous, c'était important parce que ça permettait vraiment de mobiliser tout le monde, donc y compris des personnes qui, en dehors d'un cercle contraint, enfin un peu institutionnel, ne se seraient pas donné l'autorisation de participer à ce type de questionnement. Donc je vais en venir rapidement à la question de la prise de conscience parce que c'était pour nous un des trucs les plus importants qui est arrivé pendant cette démarche, c'est que finalement on est passé d'une porte d'entrée strictement utilitariste à on a besoin de manger et on veut construire et accéder à des substrats pour faire pousser des choses pour pouvoir manger. Donc on est passé de ça à, grâce aux différentes rencontres et aux expériences qu'on a fait, à la compréhension en fait du sol comme un bien commun, un patrimoine, quelque chose d'absolument essentiel dans l'écosystème global. Et finalement, on retrouvait, alors que nous, citoyens urbains d'une ville extrêmement minérale, on avait l'impression que la question de la préservation des sols ne nous concernait pas a priori. C'est-à-dire qu'on pouvait être dans le fait de regratter quelques espaces alimentaires, mais on n'avait pas conscience en fait que ça se jouait aussi chez nous. Et ça a été vraiment une prise de conscience collective qui était assez étonnante pour nous, qu'on n'avait pas du tout anticipé, de comprendre aussi les différentes interactions sur le carbone, sur l'eau, sur la biodiversité, etc. J'essaie de passer vite. Mais restait la question de la pollution. Nous, nos terres, elles sont extrêmement et de façon complètement... alors, c'est juste une illustration de comment nous arrive la pollution, mais en vrai, les données nous importent peu dans la démonstration là. Mais nous, quand on voit... voilà, pour un citoyen lambda, une étude de pollution, ça finit par arriver à un moment comme ça. Et c'est pas très lisible, on ne sait pas trop contre quoi on se bat, ni comment analyser ces valeurs. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est sur la plaine des Vertus, à Aubervilliers, on est sur la plaine des Vertus, et par la suite, une ville qui a été extrêmement industrialisée avec le développement de l'industrie chimique aux abords des abattoirs de la Villette. Donc a priori, on imaginait que la pollution venait essentiellement de l'activité industrielle chimique. Donc une des révélations aussi de ce travail, de ce décortiquage sur les sols, c'est qu'on a appris qu'en fait, non, la grande majorité de notre pollution, et ce qui fait qu'elle est répandue partout et qu'il n'existe pas d'espace non pollué a priori sur Aubervilliers, c'est que l'essentiel de notre pollution vient du temps des maraîchers, parce qu'un édit du roi en 1720 avait imposé à la couronne bordant Paris de récupérer les boues et gadous de Paris et de les épandre dans les champs. C'est devenu une obligation. Sauf que ça a duré jusqu'au milieu du XXe siècle et que du coup, toute l'industrialisation de Paris, etc., on se les mangeait dans nos champs. Et nous, l'endroit où on habite, c'était essentiellement des champs, c'était les plaines des Vertus, c'est ça qui nourrissait Paris. Et donc d'un seul coup, ces champs se sont retrouvés et se retrouvent aujourd'hui pollués. Donc l'essentiel de notre pollution, ça peut être de façon très ponctuelle l'industrie chimique, mais en vrai, c'est l'activité agricole qu'on avait tous un peu fantasmé comme vite un retour aux sources, on va aller nous aussi faire pousser des légumes sur cette ancienne terre agricole, et finalement on découvre que l'essentiel de notre pollution vient de là. Donc face à cette pollution, en fait, il y a un vrai sentiment d'impuissance pour nous, citoyens d'une ville qui est vraiment pas très argentée, et puis avec cette urgence en fait d'accéder assez rapidement à des surfaces qu'on pourrait planter, c'est-à-dire que finalement on nous laisse assez peu d'options, quoi. On dit il faut forcément faire du hors-sol. Les terrains auxquels on accède sont majoritairement de fonciers collectivités. Les collectivités en fait connaissent la diffusion de la pollution, mais ne souhaitent pas faire des études poussées avant de donner accès au terrain, parce que sinon elles en prennent la responsabilité. Donc, on se limite à une recommandation de hors-sol pour obliger à garder un usage précautionneux de la parcelle. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de résilient, il n'y a rien de durable, il n'y a pas d'amélioration des sols. On est vraiment on continue en fait à être dans un truc de transit un peu perché. Et nous, on avait envie de se positionner plutôt dans une démarche de long terme sur ces territoires-là. Et donc, on voulait questionner en fait cette obligation du hors-sol et cet interdit absolu sur ces sols pollués. Et
Et donc, on voulait questionner le fait de pouvoir, malgré tout, planter des cultures vivrières en pleine terre sur ce territoire-là. Et donc, grâce aux chercheurs qui nous ont accompagnés et aux techniciens qui nous ont accompagnés sur la première phase d'exploration, en fait, on a compris que, certes, aujourd'hui, c'était interdit, mais que interdit ne voulait pas dire impossible, voulait juste dire qu'il n'y avait pas de documentation et que ça restait quelque part un front de science. C'est-à-dire que, bien sûr, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas si les pollutions migrent toutes de la même façon dans tous les végétaux à type de sol différents. Et donc, du coup, ça reste quelque chose qu'il faut qu'on arrive à documenter et du coup, on identifie quel type de légumes, de plantes, etc., on peut malgré tout consommer, bien que les sols soient pollués. Donc c'est vers cette poursuite-là de la démarche qu'on va. C'est-à-dire qu'on est en train de construire une recherche participative avec un certain nombre de chercheurs qui donc, du coup, continuent à travailler avec nous. Et cette fois, en précisant l'objet, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la qualification de nos sols, la qualification des polluants présents dans nos sols, des pratiques, des attentes, des difficultés rencontrées par les jardiniers et les riverains qui s'intéressent à cette question, pour pouvoir après, derrière, identifier comment migrent à type de sol, les types de pollution, etc., comparables, comment migrent les polluants, dans quels végétaux, etc., pour peut-être identifier des végétaux qu'on pourrait malgré tout planter en pleine terre et consommer sur notre territoire. Et j'ai fini. Voilà, si vous avez des questions. Moi aussi, je vais vous dire bravo. Mais non seulement bravo, mais en plus, vous posez de vraies questions scientifiques. Je vois que vous êtes... parce que ces questions-là, on va se les poser. Parce qu'il faut vivre sur des territoires, et sur des territoires bétonnés, a priori, etc. Il faut vivre, il faut survivre. Vous posez des problèmes de populations qui ont des difficultés financières à se nourrir et tout. Et je pense que il faut que la société vous aide pour résoudre vos problèmes. Mais les questions que vous avez posées sont des questions super importantes, et encore bravo, mais il faut les résoudre. Et je pense que, en particulier, vous posez des questions à la recherche qui sont tout à fait pertinentes. C'était mon commentaire. Moi, je voulais vous dire une chose, c'était au niveau du roi qu'obligeait les boues et gadous d'être sortis des villes. Donc après, vous avez dit c'est un peu la faute de l'agriculture qui a pollué les sols. Mais en fin de compte, on se rend compte que de nos jours, on est un peu dans le même problème avec les boues de station d'épuration. Tout le monde met la tête dans le trou comme les autruches, mais on ne sait pas vraiment comment les utiliser. Et quand elles sont utilisées dans les champs, on ne peut pas faire n'importe quoi après. Et après, il y avait une autre chose, pour dépolluer des sols avec des métaux lourds, il y a une plante qui va bien, qui n'est peut-être pas forcément comestible directement, c'est la renouée du Japon, qui a tendance à vider les métaux lourds des champs, et dès qu'il n'y a plus de métaux lourds, normalement, la plante s'en va, malgré que ce soit dit une plante invasive. Oui, alors là-dessus, j'avoue, je suis passée un petit peu vite, mais effectivement, on a pu... il y a beaucoup de techniques qui nous ont été proposées, notamment parce que le projet avec lequel on s'est associé, HIPOP, c'est vraiment ingénierie pour une agriculture urbaine et participative. Et le mot ingénierie était important parce qu'ils étaient essentiellement dans des approches techniques. Et en fait, nous, on avait plutôt envie de se positionner dans une démarche qui soit accessible aux communs des mortels sans un budget dingue et sans avoir recours à... C'est-à-dire qu'on est sur un territoire où de toute façon il y a des pratiques de cueillette sauvage pour une partie de la communauté. Il y a des gens qui vont devoir, là, très rapidement, et qui ont déjà commencé à mettre en culture et à consommer ce qui... Donc en fait, on a considéré que c'était sûrement très bien que ça existait, que ça existe, les techniques de dépollution qui nous étaient présentées, même si pour certaines, en l'occurrence, que l'excavation et tout ça, pour nous, ça pose des vraies questions écologiques et ça ne peut pas être du tout au long terme et ça ne sera pas une solution à l'échelle du 93 de toute façon. Donc voilà. Mais sur ces techniques de phytoremédiation, etc., en fait, il y a une question d'échelle de temps qui nous a arrêtés, quoi. On s'est dit, mais si on se lance là-dedans, en fait, on va pas répondre à l'urgence là. C'est-à-dire que nous, on perd les gens qu'on a en face de nous, en fait. On n'est pas, nous, en train de prôner un système plus qu'un autre, mais on est en train de créer un espace de médiation avec des gens qui ont un besoin, une urgence.
Et donc on essaye de les amener à co-construire une solution, mais qui répondent aussi à cette urgence-là, quoi. Et du coup, avec ce type d'outils, on sortait de leur calendrier de possible, quoi. C'est-à-dire que si on se lançait là-dedans et qu'il fallait attendre d'avoir récolté cette plante, donc après on a un déchet, je ne sais pas comment on le traite, mais du coup on allait les perdre, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avez-vous pu identifier quelques plantes qui pouvaient être quand même comestibles ? Alors à ce stade, non, pas encore. Ça, c'est l'objet de la recherche qui commence maintenant, et je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc nous, pour le moment, on a recensé les intuitions ou les bribes de recherche que les chercheurs avec lesquels on a travaillé nous ont apportées. C'est-à-dire qu'il y a notamment cette question des fruits, qui serait la dernière synthèse, etc., qui serait moins polluée que les autres, mais finalement, il y a peu de documentation là-dessus. Donc ça fait partie de ce qu'on va chercher à démontrer et à explorer là au cours des prochaines années, j'imagine. Et alors, quelles sont déjà les plantes que vous avez commencé à mettre pour les analyser finalement ? On va partir des... Jusqu'à présent, on n'a pas du tout analysé de plantes. Hein. Ah bon. Jusqu'à présent, on a juste décrypté de qu'est-ce qu'un sol, qu'est-ce que la biodiversité des sols, et mis en avant tout ce cheminement-là pour arriver aux prises de conscience que j'évoquais tout à l'heure, et à la nécessité de poursuivre donc, ce projet. Mais le projet de recherche participative, il commence là, maintenant, à la rentrée de septembre, et on part de ce qui est... justement, on part des pratiques des jardiniers, donc on part de ce qu'eux plantent. Et c'est ça qu'on va regarder en priorité et qu'on va analyser en priorité. Oui, de quelle terre disposez-vous autour d'Aubervilliers ? Parce que si les jardins ouvriers ont été décanillés à cause des JO... Alors il en reste un peu, hein, mais... Qu'est-ce qu'il y a comme... c'est une super question. Comme surface et à quelle distance de la ville ? Alors non, on regarde vraiment que ce qui est dans la ville. Il y a plein de micro-jardins sur des dents, enfin des résidus de parcelles et des bouts coincés entre des bâtiments, etc. Sauf là, on vient de récupérer et de conventionner avec le département sur une parcelle de 4000 m², donc c'est la plus grosse qu'on a. En fait, c'était un délaissé. Après la construction d'un collège, il restait une bande non construite et pas intégrée à l'enceinte du collège de 4000 m². Donc, on vient de conventionner pour avoir la gestion et l'animation de cette parcelle-là. Et donc, justement, pour pouvoir commencer à avoir une démarche un peu systématique et à capitaliser de ce qu'on aura collecté sur l'ensemble des jardins sur cette parcelle-là. Mais ça ne fait pas beaucoup de mètres carrés au total. Hein. C'est pas vaste. Hein. En fait, une question qui rejoint la précédente. Vous parliez tout à l'heure de cueillettes qui se faisaient déjà, de ramassage qui se font déjà. Donc, vous avez déjà répertorié ça. Et est-ce que vous avez déjà analysé si ces cueillettes consommées ont des conséquences ou pas sur la santé de ceux qui les consomment ? Alors, les pratiques de cueillette dans l'espace public à Aubervilliers sont essentiellement le fait d'une communauté, enfin d'un groupe culturel très identifié, quoi, qui vient d'une certaine région de Chine, etc. Enfin, il y a vraiment une communauté qui ne cueille que 2 types de plantes, mais par contre dans des endroits complètement saugrenus pour nous, c'est-à-dire sur le terre-plein entre les 3 voies de la Nationale 2, bah là au milieu il y a une espèce d'épinard sauvage qui est cueilli donc par cette communauté-là.
Et en plus, donc c'est des feuilles, c'est ce qui, a priori, de ce qu'on a compris, concentrait le plus de polluants, quoi. Sans parler du fait que ça pousse entre les roues des camions et des voitures de la Nationale 2, à 2 minutes du périphérique et de la 86. Donc on a identifié ça, on a commencé à échanger avec ces personnes-là. On n'a pas du tout assez de recul pour savoir quoi que ce soit sur l'impact que ça peut avoir, ni même qu'est-ce que ça représente dans leur alimentation, tout ça. On sait que c'est des pratiques vraiment très régulières. Ça, on a pu échanger avec elles. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, etc. Mais c'est aussi une communauté qui est plus difficile que les autres à intégrer pour nous dans la démarche. Il y a une petite barrière linguistique et culturelle, sûrement. Donc, c'est pas très facile pour moi de répondre à cette question-là. Pour l'instant, on en est là, de l'observation. Bonjour. Il y a 2 micros qui se... Allez-y. Merci. Tu as évoqué le fait que le caractère multiculturel d'Aubervilliers, avec notamment 180 langues maternelles. Enfin, j'ai noté ça. Et je me demandais si cette richesse, cette diversité culturelle, dans quelle mesure ça avait joué aussi dans votre exploration collective de cet objet sol. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as en tête par rapport à ça, par exemple? Oui, alors je me souviens d'une dame, je crois, qui était sri-lankaise, dans un des projets qu'on a fait. Donc c'était vraiment pendant le confinement, donc on ne pouvait pas sortir, il fallait faire des attestations pour aller chercher de la terre végétale à droite, à gauche et s'envoyer des boutures la nuit, machin, pour faire des bacs dans la rue, pour mettre les mains dans la terre. Et donc il y a eu un moment où un voisin a dit « mais moi j'ai du terreau, donc on va arrêter de courir à l'autre bout de l'Île-de-France chercher de la terre végétale, j'ai du terreau, je vais le mettre dans le bac ». Et cette dame a trouvé ça complètement fou, que nous on trouve mieux le terreau qui était dans un sac, qui était resté enfermé dans un hangar, qui avait sointé, pour elle ce truc-là ne pouvait être que mort. Et ce qu'on allait potentiellement piocher à côté ne pouvait être que meilleur, quoi. Alors que l'essentiel du collectif qui était là en train de s'agiter autour des bacs voyait la terre juste à côté comme un truc absolument mortel et on remerciait la venue des sacs de terreau comme oh merci, on sait que ça coûte cher et que c'est de l'or, etc. Et du coup il y avait vraiment une vision exactement opposée du truc, parce que pour elle la terre c'était forcément vivant, et donc enfermer un truc dans un sac ça ne pouvait pas être quelque chose de positif, quoi. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler des purins, donc des plantes toutes simples qu'on met dans l'eau? On tourne pendant 15 jours à température ambiante, ça coûte rien. C'est un savoir-faire populaire qui a demandé à ce que des gens se battent pour que ce soit toujours un droit. Et il semblerait que le purin de consoude, donc une plante qui est plutôt envahissante, plutôt gênante, ait tendance à dépolluer certains sols, notamment ça a été étudié sur le Roundup. Alors vous allez peut-être pouvoir trouver des infos avec l'association ASPRO-PNPP et également Confédération Paysanne. Ils sortent des fiches techniques sur les purins d'ortie, purins de consoude, macération d'ail. Ce sont des recettes populaires qui ne coûtent rien. On peut en parler un petit peu plus si vous voulez après, mais c'est vraiment simple, c'est des choses simples à mettre en place. Tout le monde peut faire ça. La consoude, je pense qu'on peut vous en donner tant c'est envahissant. On en a. Voilà. L'ortie, c'est très bien aussi. C'est aussi indicateur d'un sol qui se régénère, qui arrive à avoir une vie. Enfin, il y a peut-être des solutions en fait pour réintroduire la régénération. Je ne me rends pas du tout compte. Je vis dans le Morvan depuis quelque temps, donc je suis un peu éloignée d'Aubervilliers. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont étudiées à l'heure actuelle et c'est assez récent parce que controversé encore, quoi. Alors, j'avais pas ça dans le spectre. Il y a plein de jardiniers, de gens qui ont des pratiques de jardinage qui font du purin sur Aubervilliers, d'ortie notamment. Mais du coup, on l'avait pas du tout identifié comme potentiellement quelque chose qui pouvait agir sur la pollution des sols. Donc, je vais regarder. Ok. Je propose à tous ceux qui ont des recettes, qui ont fait leurs preuves intéressantes et qui pourraient aider Marion dans sa démarche, de prendre contact avec elle et de la... Et Marion, peut-être que vous pourriez donner votre mail, votre téléphone, ou je ne sais pas, donc aux gens. Moi, je suis désolée, je suis le maître du temps.